Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Le secteur textile ghanéen mise sur la tradition pour assurer sa survie face à la menace des importations. J'ai décidé de me lancer dans le commerce du textile au moment où l'imprimé ghanéen, le wax, est devenu cher et maintenant les gens ne peuvent plus se le permettre. Transposer au continent la priorité de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en réduisant les embouteillages, Kigali tente la solution vélo électrique. GoraRide est un projet qui consiste à diminuer le nombre de ceux qui attendent longtemps les bus, en plus cher pour certains. Bientôt, plus de corvées d'eau, une réalité à portée de main grâce à l'engagement de la Banque européenne d'investissement dans l'amélioration des infrastructures. Pour avoir de l'eau, c'était le calvaire. Parce que pratiquement plus que la plupart des femmes restent jusqu'à 2 h du matin pour attendre. À 2 h du matin, il y a quelques gouttes d'eau. Le Ghana recevrait chaque jour 160 tonnes de déchets textiles en provenance de l'Occident. Le pays qui a un riche passé de fabrique textile se bat désormais sur le double front des importations de tissus étrangers et de vêtements d'occasion. Pour arriver à triompher de ces flux, il a choisi de miser sur la tradition et le Made in Ghana. En 2004, le gouvernement a même eu l'idée d'instituer le vendredi comme journée de promotion du textile local. D'où la résistance d'un secteur de couture encore bien vivant. Nos journalistes John Awotui et Georges Ebosake sont allés à la rencontre de ces tailleurs exceptionnels. Regardez. L'initiative Friday Wear a permis de relancer l'activité des couturiers et des tailleurs locaux. En effet, le port du wax, qui était généralement considéré comme inapproprié dans un cadre formel, est devenu un style vestimentaire plus universellement accepté, ce qui a permis de valoriser la production et l'utilisation de ces vêtements. Cette évolution avait pour but de relancer l'industrie textile locale qui employait quelques 3000 personnes, soit une baisse significative par rapport aux quelques 30 000 personnes des années 70. Mais avec l'augmentation de la demande de vêtements produits localement, suite à l'initiative Friday Wear, la production locale a eu du mal à suivre. Cela a conduit à une augmentation du prix des tissus locaux et a ouvert la voie à l'infiltration de tissus importés, moins chers ou de tissus contrefaits. Sarah Agray a été initiée au commerce du textile dès son enfance par sa grand-mère. Elle vend actuellement à la fois des textiles produits localement et des tissus contrefaits arrivant de l'étranger. J'ai décidé de me lancer dans le commerce du textile au moment où l'imprimé ghanéen, le wax, est devenu cher et maintenant les gens ne peuvent plus se le permettre. J'ai donc décidé de rejoindre High Target, c'est-à-dire les tissus, imitation de l'étranger, et comme ils sont moins chers, les gens ont commencé à les acheter. Quant au GTP ou au Printex, quand quelqu'un va à une cérémonie de mariage ou à des funérailles, il achète le GTP, parce que c'est un tissu traditionnel. GTP, ATL et Printex sont en fait le nom de 3 des 4 principales usines de confection qui ont survécu au déclin du secteur au Ghana au début des années 2000. Par extension, ils ont donné leur nom à des tissus fabriqués localement et utilisés pour des activités cérémonielles ou coutumières. Le woodin est toutefois d'origine francophone et a été accepté pour un usage plus contemporain. De nos jours, les vêtements imprimés africains sont portés quotidiennement de nombreuses façons, dans des contextes tant formels qu'informels. Les couturiers n'arrivent parfois pas à suivre les commandes, surtout pendant les périodes précédant les occasions festives. Certains clients doivent également parcourir de longues distances pour se faire confectionner leurs robes en fonction de leur goût et de leur style personnel. Philomena Apia doit régulièrement quitter la ville pour la confection de ses robes. Je cherchais une personne fiable pour confectionner mes vêtements, mais je n'en trouvais pas jusqu'à ce que ma sœur me présente quelqu'un à Salt Pond qui pouvait confectionner ma robe.
for me at Salt Pond to go there and sew my dress. Quand je suis allée là-bas, j'ai vu que la femme était très sérieuse et qu'elle voulait bien faire une robe pour moi. C'est pourquoi je me suis rendue de Cape Coast à Salt Pond pour trouver cette personne, pour coudre ma robe. Les artisans tailleurs comme Emmanuel Yacolems, tailleur de 3e génération et étudiant en informatique, sont tous reconnaissants envers l'entreprise familiale sur laquelle ils savent pouvoir compter. Mon père lui a succédé et j'ai aussi succédé à mon père. Une chose que j'ai apprise de mon grand-père, c'est qu'à chaque fois qu'il confectionne une robe pour quelqu'un, il la rend unique. C'est-à-dire qu'il regarde votre personnalité, votre stature, et il travaille la robe pour qu'elle vous aille parfaitement. Ebenzer Adjemensa a repris l'atelier de couture de son père, autrefois très prisé, et spécialisé dans les costumes cousus à la main qui étaient au bord de la faillite. Il s'est battu pour le maintenir à flot. Mais bien qu'Ebenezer produise de beaux vêtements, des entreprises comme la sienne risquent d'être poussées à la faillite par une autre menace. Les vêtements d'occasion importés de Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni, moins chers, ont inondé le marché ghanéen, étouffant l'industrie locale. Cette boutique est celle de mon père. C'est lui qui m'a appris ce travail. C'est ce que j'ai appris de mon père, je le fais perdurer. Au début, il y avait des pasteurs, des avocats, des hommes importants, des ministères qui apportaient toujours leurs vêtements ici, leurs costumes ici. Et nous cousions pour eux. Maintenant, les choses ne sont plus comme avant. En offrant un plus grand marché aux produits locaux du Ghana et en préparant les entrepreneurs avec des programmes de formation et d'apprentissage, l'accord de libre-échange continental africain pourrait changer la donne. Pour le professeur Asma, il pourrait même être la clé de l'inversion du déclin de l'industrie de l'habillement et du textile au Ghana. Il est grand temps qu'en Afrique, nous fassions évoluer les mentalités qui consistent d'aller à l'école pour travailler uniquement dans des banques, des ministères et ainsi de suite. Ce secteur est vaste. Et maintenant que la zone de libre-échange africaine est en train de s'installer, je pense que cela nous donne une énorme opportunité, non seulement de cibler le marché local, mais aussi le reste du continent africain. Et c'est là que je vois le potentiel de cette industrie. Avec l'augmentation constante des importations de vêtements de qualité inférieure et de vêtements d'occasion dans le pays, estimée à 115 millions de dollars en 2002 et à 250 millions de dollars en 2019, la tendance au déclin de l'industrie locale du textile et de la mode au Ghana est toujours d'actualité. Reste à savoir si cette industrie ne devrait pas sortir de son échelle artisanale alors que le pays a besoin d'aider sa jeunesse à trouver des emplois rémunérateurs. Une dizaine de nouvelles mines de cobalt et de lithium d'ici 4 ans. C'est ce que projette la République démocratique du Congo. Les métaux recherchés pour alimenter la révolution des véhicules électriques sont en grande demande internationale. Les autorités congolaises ont autorisé l'accélération de l'exploration dans le sud-est du pays. La région pourrait détenir une importante réserve de lithium. Mais pendant ce temps, l'Union africaine est très inquiète de la détérioration de la relation entre Kigali et Kinshasa. Les gouvernements s'accusent mutuellement de soutenir des groupes rebelles actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. La compagnie aérienne Rwandair, déjà en mauvaise posture financière, a été interdite de vol en RDC. Et le commerce frontalier est aussi très affecté alors que la RDC vient d'entrer dans le marché commun de l'Afrique orientale. Nous restons dans la région à Kigali exactement où la question de réduire les émissions de gaz à effet de serre est plus que jamais une priorité nationale. Mais comment y arriver concrètement ? Peut-être avec des alternatives pour régler d'un seul coup deux problèmes, la pollution et les embouteillages. La capitale du Rwanda a depuis l'an dernier un nouveau moyen de transport, les vélos électriques en libre service. Regardez. La métamorphose de Kigali, capitale en transformation continue, génère un afflux constant de nouveaux équipements. La forte croissance de la population est aujourd'hui devenue un obstacle considérable à la fluidité des transports, d'où des embouteillages quasi constants. Les taxibus, motos ainsi que les taxi-voitures sont les moyens les plus fréquemment utilisés par une majorité d'habitants. La circulation quotidienne à vélo n'est pas une habitude des Kigalois.
Et pourtant, Gura Ride, une start-up locale, n'a pas hésité à se positionner sur ce segment. Gura Ride est un projet qui consiste à diminuer le nombre de ceux qui attendent longtemps les bus, en plus cher pour certains. D'où cette initiative de transport public des vélos en libre service à mobilité électrique qui a reçu le feu vert de la municipalité de Kigali. L'idée de la société Gura Ride, née en 2017, est d'introduire le vélo comme nouveau moyen de transport à un prix abordable pour tout le monde. Nous avons choisi le Rwanda parce que l'infrastructure des villes du pays est très favorable au transport vélo. En plus, les habitants de la ville circulent beaucoup à pied, alors cela a été un signe qu'ils aimeront faire leurs courses à vélo qu'à pied. Les vélos dans la ville, un concept reçu en Occident, est aujourd'hui importé au pays des 1000 collines. Depuis le lancement de cette initiative, 12 points de stationnement comme celui-ci sont actifs dans les carrefours de la capitale. Tout nouvel utilisateur doit d'abord télécharger l'appli Gura Ride afin de bénéficier de 2 mois d'utilisation gratuite. Et les utilisateurs aiment déjà le concept. J'ai entendu parler de ces vélos. J'ai essayé aujourd'hui et j'aime pas seulement son agilité, mais aussi le fait que je peux m'en servir pour mes courses sans problème. Ça va tout changer. Chaque vélo est doté d'un verrou électronique. Et pour le déverrouiller, il faut avoir un abonnement valide sur l'appli mobile dédiée. Après avoir effectué son trajet, l'utilisateur placera le vélo à la station de sa destination pour que le prochain utilisateur puisse en son tour l'utiliser. Nos collègues Angèle expliquent comment procéder en commençant par télécharger l'appli nécessaire pour profiter de 2 mois gratuits et créer un compte, les voies réservées aux vélos et les zones de circulation. Avant de lancer ses projets, Gura Ride a déjà produit plusieurs prototypes de vélos afin de valider 2 modèles compatibles au relief du Rwanda montagneux, où la majorité de la population vit dans des régions d'altitude moyenne. Nous avons 2 types de vélos, les à chaîne et l'autre électrique. Au fur et à mesure qu'on pédale, la batterie se recharge. Ceci est un arrière-plan, notre contribution pour protéger l'environnement contre la pollution. Donc les vélos Gura Ride sont très écolos. En couleur verte, jaune et bleue du drapeau national, certains jeunes utilisateurs sont habitués déjà à rouler régulièrement à vélo. Simbi Adlaïde, une habitante de la capitale, reconnaît la différence entre le vélo habituel et celui de Gura Ride. La différence est que le vélo connu par tous nécessite une vive force de pédaler. Mais avec celui de Gura Ride, je suis à l'aise. À cause de son élégance, sur mon trajet, tout le monde le contemple. Derrière cette innovation se trouve Umuhoza Pamela Ella. Elle dirige un groupe de jeunes qui gèrent en distance l'utilisation de vélos. Ils peuvent suivre en temps réel le parcours de clients pour éviter soit l'endommagement ou vol. Les vélos de Gura Ride sont importés par pièces détachées. La start-up a mis en place l'atelier d'assemblage et de réparation. Voici Donat, un des techniciens en charge d'assembler le vélo. Pièce par pièce, jusqu'à l'essayage, Donat et son collègue parviennent à construire un vélo pendant plus ou moins 25 minutes. Ils sont également formés à la maintenance. C'est ici que nous procédons à l'assemblage et maintenance. Nous avons été formés pour cela. Nous sommes prêts pour intervenir à tout moment. Comme tout le monde ne conduit pas de la même manière, je crois que la crevaison aura été notre pire cauchemar. Mais nos pneus sont écrévables. Vu la qualité de nos vélos, nous pouvons envisager la maintenance régulière chaque 3 semaines. Gura Ride collabore avec les autorités de la ville de Kigali et d'autres districts du Rwanda afin de placer les postes de stationnement dans plusieurs quartiers et fixer le prix officiel qui variera entre 100 francs et 200 francs rwandais le trajet. Gura Ride a pour le moment investi dans la fabrication de plus de centaines de vélos. 80 sont en circulation dans la capitale et d'autres vont bientôt circuler également à l'intérieur du pays.
Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. L'Afrique a-t-elle réussi à se faire entendre par la Russie ? Invité du président russe Vladimir Poutine, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, s'est rendu dans la station balnéaire russe de Sotchi. L'objectif était de trouver des solutions au blocus sur les importations de céréales et d'engrais en raison de la guerre avec l'Ukraine. Pendant ce temps, l'Égypte a pris une livraison d'une cargaison de 55 000 tonnes de blé indien. Les deux pays étaient en pourparlers depuis mars pour un accord d'importation de céréales. Le Kenya va construire un dépôt de stockage de gaz naturel liquéfié d'une capacité de 25 000 tonnes à Mombasa. Il s'agit d'accélérer les chargements de gaz vers les camions de livraison de manière à réduire le stationnement des tankers dans le port. Le Kenya vise ainsi à diminuer 30% les coûts payés par le consommateur final et concurrencer le quasi-monopole du port tanzanien de Dar es Salaam. Le Nigeria a renoncé à contracter un emprunt extérieur de 950 millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé sa ministre des Finances, Zainab Ahmed. Cette émission de bons du Trésor aurait complété l'enveloppe totale de plus de 6 milliards d'emprunts nigérians sur les marchés internationaux de capitaux en 2021. La décision reflète à la fois la situation actuelle des marchés, moins favorable aux emprunteurs, et la stratégie du gouvernement nigérian de réduire son exposition face à la remontée des taux. Accès à l'eau, à l'assainissement ou bien à l'électricité, ce sont toujours des priorités quotidiennes pour de nombreux Africains. Il reste encore beaucoup à faire. Au fil des années, de nombreux partenaires internationaux ont soutenu et financé un ensemble de projets qui changent peu à peu la donne. Exemple avec la Banque européenne d'investissement, une de ces institutions financières qui œuvre en Afrique de l'Ouest pour encourager le développement des infrastructures. Regardez. L'eau coule au robinet au domicile des Diop. La maîtresse des lieux peut pousser un ouf de soulagement. Les corvées d'eau relèvent désormais des mauvais souvenirs et c'est toute la famille qui s'en réjouit. Ah bon, pour avoir de l'eau, c'était le calvaire. Parce que pratiquement plus que la plupart des femmes restaient jusqu'à 2 h du matin pour attendre. À 2 h du matin, il y a quelques gouttes d'eau. Plus à l'est, à l'intérieur du Sénégal, la situation n'était guère meilleure à Thiès. Mais depuis les réalisations du PEPAM, le programme d'eau et d'assainissement du millénaire ont permis d'élargir l'offre d'eau potable aux populations. On cherche des charretiers qui nous amènent de l'eau. Bon, par exemple, le baril, ça coûtait à peu près au moins 700 ou 800 francs par baril. On l'achetait. Donc, il y a des maisons qui utilisent à peu près au moins 3 ou 4 barils par jour. Vous vous rendez compte? 3 barils de 700 francs, au moins ça fait 2000 et quelques, 2100 francs à peu près, au moins qu'on utilise chaque jour pour avoir quand même une satisfaction en matière d'eau. Mais maintenant, quand même, alhamdulillah, les gens quand même commencent à se soulager. À 1000 lieues de là, la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou n'est pas bien lotie dans un pays enclavé au cœur de l'Afrique occidentale. Les quartiers périphériques, les fameux quartiers non lotis, sont restés pendant longtemps des exclus du réseau public d'eau potable. Sana Kaboré se rappelle du problème quand chaque matin il devait faire tourner sa petite entreprise de confection de briques qui approvisionne les chantiers de construction. Où trouver l'eau? Question résolue aujourd'hui avec l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, qui a réalisé 32 000 branchements sociaux dans les quartiers périphériques. Une bonne affaire aussi pour le promoteur de Kassalia Service. Avant, on n'avait pas l'eau pour travailler. Et on cherchait de l'eau de gauche à droite avec les taxis motos, les charrettes. On payait le fût à 750. Mais depuis que l'ONEA est arrivé, ils ont mis les bonnes fontaines de gauche à droite. Et on a l'eau maintenant, on travaille très bien. Bon, par jour, moi je peux utiliser 10 barriques d'eau. Et c'est vous voyez. Chez moi même à la maison, je suis à Zongo. Chez moi à la maison, j'ai eu le robinet. Mais avant, c'était difficile. Parce que madame se levait à 3 h du matin, à 2 h du matin pour aller chercher de l'eau. Réduire de moitié la proportion de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable, c'était là l'un des grands défis du millénaire. Alors que les OMD arrivent à leur terme, les avancées sont appréciables. Le Sénégal a atteint largement d'ailleurs les objectifs du millénaire avec un taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain de 100% à Dakar et de 91% dans les régions de l'intérieur.
Pour atteindre ces résultats, le pays a bénéficié d'un crédit à faible taux d'intérêt auprès de la Banque européenne d'investissement qui a permis d'augmenter de 40 000 m3 le volume d'eau servi aux populations et de construire un château d'eau d'une plus grande capacité de stockage avec une hauteur plus élevée pour pouvoir livrer toutes les zones qui étaient plus ou moins déficitaires jusque-là. Nous avons pu réaliser 721 km de réseau d'eau potable, 721 km, ce qui est un record. Ce qui a permis également, ce qui a permis 48 000 branchements sociaux en faveur de plus de 500 000 personnes. À Ouagadougou, la bataille pour l'eau potable se concentre sur Ziga, un projet qui a vocation à assurer l'approvisionnement en eau potable des populations de la capitale burkinabé, une métropole de plus de 3 millions d'habitants qui ne cesse de s'étendre avec une poussée de quartiers sans eau potable. Ici aussi, l'ONEA a bénéficié du soutien de la BEI qui a mobilisé 18 millions d'euros pour financer les différents investissements. C'est un partenariat vraiment très riche en ce sens que ça nous a vraiment permis d'améliorer et de booster même, j'allais dire, l'accès à l'eau potable des populations, d'assurer la continuité du service à travers donc les différentes stations de traitement et les châteaux d'eau et les réseaux de distribution. En tout cas, c'est un partenariat exemplaire pour nous et qui mérite en tout cas d'être renforcé. Malgré les investissements, la crise d'eau reste persistante, surtout par temps de sécheresse, avec les pénuries d'eau qui s'installent. Une autre bataille est encore engagée, la construction d'une grande station de traitement des eaux qui pourrait aider à améliorer les services d'eau aux populations. À Ouagadougou comme à Dakar, les défis demeurent. Nous investissons dans la région depuis 50 ans. Et nous allons continuer à faire partie de la réponse européenne pour relever le défi des objectifs de développement durable après 2015. Au total, la BEI a décaissé 18 milliards d'euros pour financer plus de 1300 projets, parmi lesquels l'approvisionnement en eau potable tient une bonne place. Mais les efforts de l'ensemble des bailleurs de fonds devront se poursuivre encore plusieurs années pour atteindre l'objectif de l'eau potable pour tous, avec pourquoi pas des formules innovantes dans lesquelles le secteur privé pourrait avoir sa place. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. Vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi celles et ceux qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 578. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Combien de personnes étaient employées par l'industrie du textile au Ghana dans les années 70 ? 10 000, 20 000 ou 30 000 ? Deuxième question. Que doivent faire les nouveaux utilisateurs de Goura Ride ? S'inscrire sur une liste, télécharger l'appli Goura Ride, acheter un vélo ? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com à la page replay. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses, bien sûr. Ce jeu, par exemple, est le numéro 578. Le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site africaonair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 577. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Depuis quand le commerce de pangolins est-il interdit au Gabon ? Réponse 2016. Deuxième question. Qu'utilise la société Working Ladies pour livrer ses clientes ? Réponse des tricycles. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Denis Boussou, directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.